La pauvre femme de ménage a été invitée à la fête luxueuse de l'entreprise et n'avait qu'une vieille robe offerte par sa grand-mère. Mais lorsqu'elle est arrivée, le patron a été choqué par ce qu'il a vu. Chaque matin, à 6h30, Claire Moreau franchissait les portes vitrées de l'imposant immeuble de Duval & Partners, une prestigieuse agence d'architecture nichée au cœur du 8e arrondissement de Paris. Elle marchait d'un pas léger mais assuré, portant toujours le même manteau beige élimé, les cheveux relevés en un chignon négligé mais propre. Personne ne la saluait lorsqu'elle entrait. Les réceptionnistes étaient déjà absorbés par leurs écrans lumineux, les architectes sirotèrent leur café en discutant des derniers rendus en 3D. Claire était là, pourtant invisible. À 31 ans, elle vivait seule dans un studio minuscule à Saint-Denis, un quartier qu'elle n'avait jamais vraiment choisi, mais qu'elle avait appris à aimer pour son mélange de culture et son esprit de quartier. Sa vie se déroulait entre deux mondes, celui éclatant du luxe silencieux de l'entreprise où elle nettoyait sans bruit, et celui bien plus modeste de son quotidien fait de silence, de gestes précis et de souvenirs discrets. Parmi ses possessions les plus précieuses se trouvait une grande boîte de lin gris pâle, rangée soigneusement sous son lit. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie jauni par le temps, reposait un vieux trésor, un robe bleu ciel, confectionné à la main il y avait des décennies par sa grand-mère Louise. Claire l'avait reçue à l'âge de 17 ans, avec la consigne solennelle de ne la porter que pour un moment vraiment important. Elle n'avait jamais osé y toucher depuis. Ce matin-là, un courrier inattendu l'attendait sur la table commune de l'étage des services. Une enveloppe crème scellée avec un ruban bordeaux portait son nom calligraphié à l'encre dorée. Elle hésita un instant avant de l'ouvrir, un soupçon d'angoisse lui serrant la gorge. À l'intérieur, un carton raffiné annonçait le traditionnel bal annuel de Duval & Partners, cette fois ouvert à l'ensemble des employés, sans exception. La date était fixée au samedi suivant, dans les salons majestueux du Palais Garnier. Claire relut l'invitation plusieurs fois, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Ce bal, elle en avait entendu parler pendant des années, sans jamais y être conviée. C'était un événement fastueux réservé aux cadres, aux clients de prestige, aux partenaires. Et cette année, elle aussi y était attendue. Le jour même, dans l'intimité silencieuse de son studio, elle ouvrit la fameuse boîte de lin. Le tissu bleu semblait presque briller malgré les années, intact comme figé dans le temps. Elle le sortit avec précaution, le passa sur son bras. La coupe était simple mais élégante, légèrement cintrée à la taille, avec un col discret et des manches 3/4. L'odeur légère de lavande, vestige des sachets que sa grand-mère utilisait, lui arracha un sourire ému. Durant les jours qui suivirent, l'ambiance à l'agence devint électrique. Les discussions sur les tenues, les coiffures, les rumeurs d'invités prestigieux emplissèrent les couloirs. Dans l'ombre, Claire observait, nettoyait, écoutait. Certains employés chuchotaient entre eux en la voyant passer. « Tu crois qu'elle va oser venir? Elle n'a sûrement rien à se mettre. Ce serait ridicule, non ?» Elle ne disait rien. Elle rangeait, elle balayait, elle effaçait les traces, comme toujours. Mais chaque soir, en rentrant chez elle, elle sortait un peu plus le vieux tissu bleu. Elle le repassait délicatement, réparait un ourlet ici, ajustait un fil là. Elle n'avait jamais appris la couture de manière formelle, mais elle avait observé sa grand-mère pendant des heures, enfant fasciné par l'agilité de ses doigts. À mesure qu'elle travaillait sur la robe, un sentiment nouveau prenait forme. Une étrange certitude qu'elle avait le droit d'exister aussi, d'être vue, d'être là. Une semaine passa. Le samedi arriva et avec lui une tension étrange. Claire se leva tôt, nettoya son appartement comme à son habitude, puis s'assit devant le miroir de sa minuscule salle de bain. Elle coiffa ses cheveux en un chignon élégant, fixant les mèches rebelles avec de simples pinces. Un peu de poudre, un soupçon de rouge à lèvres discret. Puis elle enfila la robe, lentement, presque religieusement. Quand elle se regarda enfin en pied, quelque chose en elle changea. Ce n'était pas seulement l'image dans le miroir, c'était une allure, une dignité retrouvée. Elle n'était plus la femme invisible des couloirs. Elle était Claire Moreau, petite fille de Louise, ouvrière et artiste du textile, femme debout dans une robe pleine d'histoire. À 19h30, elle descendit dans la rue, monta dans le métro, traversa Paris d'un bout à l'autre. Lorsqu'elle émergea sur les marches du Palais Garnier, les lumières de la ville semblaient l'attendre. Et au fond de ses yeux brillait autre chose que la nervosité, une étincelle de promesse. Le monde ne la connaissait pas encore,
Mais ce soir-là, tout allait commencer à changer. Le dimanche matin, à la lumière douce qui entrait par la petite fenêtre de son studio, Claire restait assise sur son lit, l'invitation posée devant elle. Elle la relisait encore, comme pour en comprendre les implications. Ce carton épais et délicatement doré, qui avait d'abord semblé être une plaisanterie ou une erreur, était bel et bien réel. Elle avait été invitée, elle aussi, comme les architectes, les ingénieurs, les designers, comme ceux qui faisaient les présentations aux clients et signaient les contrats. Ce n'était pas un rêve ni une indulgence. Le carton précisait « Tous les employés sont conviés à célébrer cette année exceptionnelle. Tenue de soirée exigée. Tenue de soirée. » Ces 3 mots tournaient dans sa tête comme un refrain entêtant. Elle n'avait rien de tel dans sa garde-robe. Ni robe longue, ni talons aiguilles, ni accessoires brillants. Ses vêtements étaient pratiques, fonctionnels, résistants à l'eau de Javel et aux heures de marche. Rien qui puisse briller sous les lustres du palais Garnier. Et pourtant, elle n'hésita qu'un instant avant de prendre une décision qui allait la ramener bien des années en arrière. Elle glissa ses mains sous son lit, sortit la grande boîte de lin et l'ouvrit avec le même soin qu'on ouvrirait un coffret à bijoux. Le papier de soie, légèrement jauni, bruissait doucement sous ses doigts. Là, parfaitement pliée, la robe bleu ciel. Elle la déplia lentement, découvrant les coutures précises, les détails délicats, un ourlet discret brodé à la main, un bouton en nacre, une doublure en coton fin. La robe avait quelque chose d'intemporel, un charme subtil et discret, très loin de l'ostentation moderne. C'était le genre de vêtement qui portait une histoire dans chaque fil, une mémoire tissée entre les points. Sa grand-mère l'avait cousu pour sa fille unique, la mère de Claire, mais celle-ci ne l'avait jamais porté. Trop classique, disait-elle, trop modeste. Claire, en revanche, y avait vu dès l'enfance une sorte de grâce silencieuse. Elle l'essaya. Le tissu, bien qu'ancien, épousait encore sa silhouette avec une surprenante justesse. Elle tourna lentement sur elle-même devant le miroir. C'était une image qu'elle n'avait pas l'habitude de voir. Son reflet lui semblait presque étranger. Ce n'était pas la Claire qui passait inaperçue dans les couloirs d'une entreprise de renom, mais une autre version d'elle-même, plus droite, plus calme, peut-être même un peu fière. Mais la pensée qu'elle allait se tenir aux côtés de femmes vêtues de créations sur mesure, de robes griffées aux tissus brillants et aux coupes sophistiquées, lui fit baisser les yeux. Serait-elle ridicule? Serait-elle la cible de moqueries? La gêne la traversa comme un courant froid. Le lundi, au travail, les couloirs bruissaient d'excitation. Les discussions sur les essayages, les rendez-vous chez le coiffeur, les dîners d'avant-balle occupaient tous les échanges. Claire, comme à son habitude, écoutait sans intervenir tout en nettoyant les surfaces en marbre, alignant les dossiers sur les bureaux, vidant les corbeilles. Un groupe de jeunes employés du service marketing parlait fort près de la machine à café. « Tu crois qu'ils vont vraiment laisser venir tout le monde? Même, tu sais qui ?» dit l'une en chuchotant à peine. « Oh, elle ne viendra jamais, elle n'a même pas de quoi s'acheter des collants !» ricana une autre. Claire passa près d'elle, effaçant les traces de tasse sur une table, les yeux fixés sur son chiffon. Les remarques ne la blessaient plus comme autrefois, mais elles la nourrissaient d'un feu discret, d'un orgueil silencieux. Oui, elle viendrait. Et non, elle ne s'excuserait pas de ce qu'elle est. Les soirs suivants, elle travailla à retoucher la robe. Elle emprunta une vieille machine à coudre à sa voisine de palier, une retraitée vietnamienne nommée Lynn, qui lui proposa aussi un conseil ou deux. Claire ajouta une pince discrète à la taille, renforça les coutures des épaules, changea les boutons pour des perles anciennes qu'elle avait trouvées dans une boîte à couture oubliée. Chaque ajustement était un acte de soin, de mémoire, de respect pour celle qui avait cousu cette robe il y avait des décennies dans un petit atelier de Montreuil. Le tissu était un coton épais, d'une douceur étonnante, et sa teinte bleu ciel avait gardé toute sa fraîcheur, comme si le temps avait épargné cette pièce unique. La veille du bal, elle alla chez un petit salon de quartier pour se faire épiler les sourcils et couper légèrement les pointes de ses cheveux. Elle n'osa pas demander une coiffure sophistiquée, elle n'en aurait pas su quoi faire, mais elle sortit de là avec le visage dégagé, une ligne nette et simple. Elle se maquilla elle-même dans son miroir ébréché, avec le même rouge à lèvres discret qu'elle gardait pour les entretiens d'embauche, qu'elle ne passait plus depuis longtemps. Et le matin du grand soir, elle rangea une dernière fois son appartement, nettoya ses chaussures,
sortit la robe de son cintre improvisé et l'enfila comme une armure. Lorsque l'heure arriva, elle quitta son immeuble discrètement, sa robe cachée sous un manteau noir, simple et un peu trop grand. Dans le métro, elle attira quelques regards curieux. Une femme seule, à l'allure distinguée, dans une rame bondée un samedi soir, portant une robe qui semblait sortie d'un autre temps. Elle regardait droit devant elle, impassible, comme si elle ne voyait rien d'autre que la station suivante. Arrivée à Opéra, elle monta les marches lentement. Le palais Garnier s'élevait devant elle, majestueux, illuminé de toutes parts. Des voitures de luxe déversaient des invités vêtus comme pour un film. Des robes longues, des smokings impeccables, des bijoux étincelants. Claire s'avança d'un pas mesuré, le cœur battant fort, mais le dos droit. Elle savait qu'elle n'était pas comme les autres, mais elle n'allait pas prétendre l'être non plus. Elle était venue en vérité avec sa robe d'un autre âge et ses mains qui savaient frotter, coudre, réparer. Elle remit ses cheveux en place, inspira profondément et franchit les portes du palais. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas la peur ni l'appréhension. C'était l'exact sentiment d'être à la bonne place, pour la première fois depuis longtemps. Les miroirs, les dorures, les fresques, tout semblait l'accueillir sans ironie. Et dans les regards qui allèrent bientôt se tourner vers elle, elle n'imaginait pas encore la tempête douce qu'elle allait provoquer. La lumière dorée du grand foyer du palais Garnier baignait les murs de marbre et les moulures baroques d'un éclat presque irréel. Les invités vêtus de soie, de velours, de dentelle moderne déambulaient entre les colonnes en sirotant des coupes de champagne. Les murmures élégants se mêlaient au son discret d'un quatuor à cordes, formant un brouhaha sophistiqué, comme une mélodie de haute société. Tout était en place pour une soirée de prestige, où la beauté était savamment orchestrée, millimétrée, presque attendue. Et puis, Claire entra. Elle avait ôté son manteau à l'entrée, laissant apparaître la robe bleu ciel qui tombait avec une fluidité inattendue, comme si elle était faite pour ce décor. La couleur douce, la coupe classique, les finitions à la main, tout contrastait avec la brillance ostentatoire des robes de créateurs. Mais ce n'était pas la robe qui captait d'abord les regards, c'était elle. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la manière dont elle avançait, droite, sans arrogance, mais avec cette forme de calme qui ne cherchait pas l'approbation. Son regard n'était pas celui d'une femme impressionnée ni celui d'une intruse. C'était celui de quelqu'un qui observait avec une curiosité discrète, presque détachée. Les conversations s'interrompirent par endroits, les regards se tournèrent un à un, d'abord furtifs, puis insistants. Certains invités cherchaient à l'identifier, d'autres échangeaient des regards interrogateurs. Qui était-elle? D'où venait cette femme que personne ne semblait reconnaître? Et pourtant, elle était là, à l'aise, comme si elle avait toujours fait partie du tableau. Antoine Lefebvre, le directeur général de Duval & Partners, se trouvait alors près de l'escalier monumental, discutant avec deux associés étrangers et une architecte renommée. À 40 ans, il avait l'élégance discrète des hommes qui ne cherchent plus à prouver. Son costume était sobre, d'un bleu nuit raffiné, et son allure trahissait une assurance forgée par les années à la tête de projets internationaux. Alors qu'il répondait à une remarque sur l'expansion de la firme à l'étranger, son regard fut attiré malgré lui par un léger mouvement au bas de l'escalier. Claire venait d'entrer dans son champ de vision. Il cessa de parler. Son silence interrompit la conversation, obligeant ses interlocuteurs à se retourner eux aussi. Claire s'approchait lentement, saluant poliment une hôtesse qui lui indiquait le vestiaire, puis s'arrêtait un instant pour contempler les fresques du plafond. Antoine la regardait mais ne comprenait pas encore. Il y avait une familiarité étrange dans ses traits, quelque chose de connu mais déplacé. Il avait l'impression d'avoir vu ce visage quelque part sans jamais l'avoir réellement regardé. Elle n'était pas seulement belle, elle était marquante. Mais il ne parvenait pas à la situer. Claire, de son côté, avait repéré le directeur. Elle l'avait vu 1000 fois passer devant elle, dans les couloirs, au téléphone ou en réunion. Il n'avait jamais croisé son regard, jamais remarqué sa présence. Il n'était pas méprisant, non, simplement absorbé par d'autres sphères. Pourtant, ce soir, elle vit clairement l'instant où ses yeux se posèrent sur elle. Il la fixait, intrigué. Elle détourna le regard et s'avança vers la salle de bal. Les premières minutes furent un ballet silencieux d'évitement et de surprise. Plusieurs employés tentaient de replacer son visage. Certains la reconnurent, avec incrédulité. Une responsable des ressources humaines chuchota à son mari « C'est la fille du ménage, celle du 7e. »
Claire, il me semble. Un jeune graphiste murmura à son collègue « Tu plaisantes? C'est elle ?» Et chacun, à sa manière, essayait de réconcilier cette vision gracieuse avec l'image discrète de la femme effacée qui vidait leurs poubelles et nettoyait les surfaces de verre. Claire, elle, avançait sans trembler. Elle se sentait observée, oui, mais elle avait depuis longtemps appris à vivre sous les regards juges ou indifférents. Ce soir, cependant, ce n'était pas le mépris qu'elle lisait, c'était la surprise, parfois même une forme de respect confus. Elle prit un verre sur un plateau, remercia le serveur, puis s'approcha d'un des balcons pour admirer la vue sur l'avenue de l'Opéra. Là, dans cet instant de silence, elle respira. Elle était venue. Elle existait. Antoine s'approcha, lentement, comme poussé par une force qu'il ne contrôlait pas tout à fait. Il traversa la foule, saluant distraitement quelques invités. Lorsqu'il se retrouva à côté d'elle, il resta un moment sans parler. Claire se tourna légèrement vers lui, prête à faire un pas de côté si nécessaire, mais sa voix, quand il parla, fut polie, presque douce. « Bonsoir. Excusez-moi, mais est-ce que nous nous connaissons ?» Claire soutint son regard. « Je m'appelle Claire Moreau. Je travaille à Duval & Partners. » Il cligna des yeux surpris. « Claire, vous êtes la Claire du 7e étage? Celle qui... » Elle inclina la tête avec calme. « Oui, celle qui nettoie vos bureaux après votre départ. » Le silence entre eux fut court mais dense. Il ne savait que dire. Il semblait partagé entre la gêne et l'étonnement. Il se reprit, rectifia sa posture. « Eh bien, je dois vous dire que je suis agréablement surpris. Vous êtes ravissante ce soir. » Claire répondit simplement. « Merci, j'ai mis la robe de ma grand-mère. Elle l'avait cousue elle-même. » Antoine esquissa un sourire un peu décontenancé. Elle avait du talent. Ils restèrent là un moment, sans que les mots soient nécessaires. Autour d'eux, les regards continuaient de converger, certains fascinés, d'autres inquiets. Mais Claire n'en avait plus rien à faire. Elle n'avait pas besoin de leur approbation. Et face à cet homme puissant, désormais déstabilisé par sa présence, elle comprenait qu'un simple geste, venir, avait été plus fort que 1000 mots. Claire se tenait encore près du balcon intérieur, observant les arabesques dorées du plafond et les mouvements mesurés des convives en contrebas. La salle de bal semblait flotter dans un autre monde, loin des produits de nettoyage, des sols à récurer et des regards absents qu'elle connaissait trop bien. Les miroirs anciens reflétaient les tenues somptueuses, les coupes levées, les sourires bien ajustés. Et au centre de tout cela, elle, dans sa robe cousue à la main, émergeait comme une énigme que personne n'avait anticipée. À sa droite, 2 jeunes architectes, surpris par l'élégance de sa tenue, chuchotaient tout en jetant des coups d'œil furtifs dans sa direction. L'un d'eux finit par oser s'approcher et lui demanda timidement s'ils s'étaient déjà croisés. Claire, sans malice, confirma d'un ton neutre qu'elle travaillait effectivement dans les locaux de l'entreprise, principalement hors des horaires de bureau. Cette révélation provoqua chez lui un malaise palpable. Il s'excusa, recula poliment et repartit rejoindre son groupe un peu déstabilisé. Il ne savait pas comment interpréter cette situation. Une femme de ménage ici, mais pas dans un uniforme, pas dans un couloir vide, non, dans une robe qui semblait défier les lois invisibles du statut social. Claire s'avança ensuite vers la table centrale où étaient disposés les amuse-bouches. Elle se servit sans précipitation, choisissant un petit toast à la truite fumée. Elle n'avait pas faim, pas vraiment, mais elle avait besoin de faire quelque chose de ses mains. Une cadre du service financier, une femme élégante à la quarantaine assurée, lui lança un regard calculateur, cherchant visiblement à la situer. Claire, qui percevait ses micro-attitudes depuis toujours, la salua doucement d'un signe de tête. La femme répondit mécaniquement, sans conviction. Le vernis des apparences se craquelait légèrement à mesure que la soirée avançait. Antoine, lui, s'était éloigné momentanément, sollicité par des invités internationaux. Il n'arrêtait cependant pas de jeter des regards discrets dans la direction de Claire. Quelque chose en elle avait éveillé sa curiosité au-delà de la surprise initiale. Il se rappelait maintenant l'avoir aperçue de loin, un matin où il était arrivé plus tôt que d'habitude. Elle nettoyait la baie vitrée du hall d'entrée, concentrée, méthodique. Il n'y avait jamais prêté attention. Mais ce soir, elle s'imposait dans sa mémoire, comme un détail qu'il aurait trop longtemps ignoré. Il finit par revenir vers elle, cette fois avec un verre de vin qu'il lui offrit. Elle accepta, le remercia, puis porta le verre à ses lèvres sans trembler.
Il lui demanda si elle appréciait la soirée. Elle répondit qu'elle la trouvait fascinante, bien qu'assez différente de son quotidien. Il sourit, puis, avec une spontanéité inattendue, lui proposa de danser. Claire hésita une fraction de seconde, puis accepta. Elle savait danser. Sa grand-mère l'avait initiée aux bases, et elle avait conservé ce savoir discret comme un secret de famille. Ils se dirigèrent vers la piste, au centre de la salle. La musique avait changé, devenant plus lente, plus fluide. Un morceau de jazz interprété par un orchestre en direct résonnait avec élégance. Antoine posa une main légère sur sa taille, elle plaça la sienne sur son épaule, et ils commencèrent à se mouvoir en rythme. Les conversations autour s'interrompirent brièvement. Tous observaient cette scène étrange. Le directeur général dansant avec une inconnue, puis une reconnue, mais dont le rôle dans l'entreprise ne justifiait en rien cette proximité. Mais Claire n'était pas gênée. Elle dansait avec assurance, les épaules droites, le regard franc. Antoine, lui, semblait troublé, non par la situation, mais par l'équilibre inattendu de cette danse. Elle ne cherchait ni à séduire, ni à impressionner. Elle était présente, simplement, mais avec une densité nouvelle qu'il n'avait jamais rencontrée dans ce genre de soirée. Il tenta de briser le silence entre eux. « Vous êtes donc la Claire du 7e, celle qui travaille pendant que tout le monde dort. » Elle hocha la tête. « Je suis celle qui remet de l'ordre après le chaos de vos journées. » Il sourit, touché par la franchise. Puis, comme poussé par une envie sincère de comprendre, il lui demanda « Et comment voyez-vous ce que nous faisons? Nos projets, nos maquettes, nos ambitions ?» Claire marqua une pause, chercha ses mots. « Je ne suis pas architecte, mais je regarde. Chaque soir, je vois les plans étalés sur les tables. Je vois ce qui revient, ce qui évolue. Je lis les noms des bâtiments. Je reconnais les formes. Je me suis prise au jeu, parfois. Je remarque les erreurs aussi. Les incohérences d'échelle, les lignes doublées. J'imagine ce que ces immeubles deviendront. Qui y vivra? Qui y passera? C'est un monde fascinant, mais souvent déconnecté de ceux qui le nettoient. » Antoine resta silencieux, impressionné. Elle parlait avec une clarté qu'il n'avait pas anticipée. Elle ne cherchait pas à se faire valoir, elle constatait simplement. Et dans ces constats, il y avait une justesse que peu de ses collaborateurs osaient formuler. Ils dansèrent ainsi encore quelques minutes, en silence, comme deux personnes qui, sans le dire, savaient que quelque chose venait de s'ouvrir. La musique se termina. Ils s'écartèrent avec une politesse mesurée. Claire le remercia pour la danse, puis s'éloigna sans précipitation. Elle avait perçu la surprise, l'intérêt, mais aussi le danger d'une proximité trop soudaine. Ce n'était pas un conte de fées, et elle n'était pas là pour séduire le directeur. Elle était là parce qu'elle avait été invitée. Et elle avait décidé de ne pas se cacher. Elle s'avança vers une autre partie de la salle, observa une sculpture en bronze au coin d'un couloir, puis s'arrêta devant un grand miroir ovale. Son reflet la fixait, serein. Elle vit derrière elle plusieurs silhouettes qui continuaient à l'observer, certaines avec admiration, d'autres avec inquiétude. Ce soir, elle n'était plus invisible. Mais être vue signifiait aussi être jugée. Elle s'y préparait. Le bal n'était pas fini. La vraie danse, celle des apparences et des intentions, venait à peine de commencer. Les lustres de cristal diffusaient une lumière douce lorsque Claire quittait la piste de danse. Elle parcourut du regard la salle, notant chaque visage, chaque détail. Une broche posée négligemment, un col de chemise trop haut, une coupe un peu déplacée. Son esprit vagabondait entre ce moment précis et des fragments lointains. À ses côtés, Antoine s'efforçait de la rejoindre, mais elle lui échappait comme une silhouette fugace. Elle s'arrêta un instant en contemplant une femme élégante portant un collier de perles fines, où pendait un pendentif en forme de goutte de nacre. Quelque chose dans ce bijou fit naître chez Claire un frisson. Elle crut reconnaître la forme. Son cœur battit plus fort. Antoine l'aperçut, longea, puis demanda poliment « Est-ce que tout va bien ?» Claire détourna le regard du collier et répondit avec calme « Oui, je me souviens d'un pendentif similaire dans une vieille photo de famille. » Le ton de sa voix fit vaciller leur proximité. Antoine, curieux, pressa. « Une photo ? Vous auriez une photo ?» Elle sourit doucement comme si elle hésitait à dévoiler un trésor de pudeur, puis dit « Peut-être, mais pas ce soir. Ce n'est pas important. » Ils restèrent quelques instants silencieux. Elle finit par dire « Pardonnez-moi, pouvons-nous marcher un peu ? J'aimerais voir les sculptures du hall. » Il acquiesça.
Ils sortirent de la salle de bal pour gagner un couloir latéral. Là, le murmure de la fête était lointain, étouffé par les tapis épais et les portes closes. Ils marchèrent côte à côte le long d'un long couloir où des portraits en médaillons semblaient observer les passants. Claire marcha lentement, ses mains croisées dans le dos. Chaque pas semblait la rapprocher de ce qu'elle cherchait à oublier et aussi ce qu'elle désirait redécouvrir. Tout bas, elle parla. « Quand j'étais enfant, ma grand-mère Louise m'a montré un album de photographies anciennes. Dans une des pages, il y avait une femme élégante posant dans un salon cossu, portant un collier semblable à celui que je vois maintenant. Elle m'a dit que ce bijou avait appartenu à une ancienne commanditaire de haute couture. Je ne pensais pas que cela signifierait quelque chose, mais ce pendentif, je l'ai reconnu sur cet invité ce soir. C'est presque identique. » Antoine l'écoutait, intrigué. Il répondit « Ce serait une coïncidence remarquable, ou bien un lien inconnu. Mais je reconnais qu'un tel bijou n'est pas un hasard dans ce cadre. Il pourrait appartenir à une famille influente ou à un ancien client de maison de mode. » À cet instant, Claire sentit un geste du passé surgir dans son présent. Elle s'arrêta, fixa l'un de ses portraits en médaillon, se souvenant de la femme photographiée, de son port digne, du collier autour de son cou, identique dans sa forme à celui-ci. Son souvenir d'enfance lui revenait avec clarté. Sa grand-mère lui avait murmuré un nom qu'elle ne se souvenait plus distinctement, Madeleine. Madeleine de quelque chose. Un nom que sa mémoire avait enfoui parce qu'il ne semblait pas lui appartenir. Un nom qu'elle croyait lié à une riche maison parisienne. Et ce pendentif, ce soir, réanimait silencieusement cette histoire enfouie. Derrière eux, la porte d'une salle adjacente s'ouvrit doucement. Un groupe de convives en sortit, riant, s'attardant sur leurs talons. Ils passèrent devant Claire et Antoine sans les remarquer vraiment, absorbés par leur propre éclat. Et pourtant, la proximité de Claire avec le directeur éveillait des regards envieux, des chuchotements mêlés à l'étonnement. La fête continuait dans son faste, mais pour elle, chaque instant décrivait une ligne entre passé et présent, souvenir et identité. Dans l'ombre d'un vestibule, elle revint à la surface de la conversation. « Je ne vous imposerai pas mes souvenirs. Ce que je sais, c'est que je crois au hasard. Mais je ressens aussi qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que nous voyons. Quelque chose qui relie les gens, les objets, les histoires. Ce collier pourrait n'être qu'un détail ou un fragment d'un récit que j'ignore. » Antoine posa une main légère sur sa manche. « Vous avez raison de croire que les détails comptent. Dans notre métier, ce sont souvent les détails, les choix de matériaux, les ruptures discrètes, qui transforment une œuvre. Si un bijou comme celui-ci est lié à votre histoire, ce sera à vous de décider quand le révéler. » Claire hocha la tête. Ils revinrent vers la salle de bal par un escalier latéral, avançant parmi les lumières, les murmures et les ombres. Les regards ne cessaient de se poser sur eux, certains par surprise, d'autres par curiosité, parfois par scepticisme. À mesure qu'ils approchaient, Claire sentit l'intensité du moment. Ce soir n'était déjà plus une simple fête. Cela devenait un carrefour entre ce qu'elle avait été, ce qu'elle avait caché et ce qu'elle pourrait devenir. Lorsqu'ils regagnèrent la salle, la musique avait repris. Le monde semblait immuable autour d'eux, mais pour Claire, chaque battement d'orchestre résonnait différemment. Le pendentif, le portrait, la robe, Antoine, tout semblait se connecter dans une trame invisible de mémoire. Elle s'assit quelques instants à une banquette, fatiguée mais vigilante. Antoine resta debout auprès d'elle, les yeux posés à distance. Il lui demanda « Avez-vous besoin de vous reposer un moment avant de continuer ?» Elle sourit, faible. « Merci, ce serait bien. » Ils restèrent là, au milieu de cette salle somptueuse, eux-mêmes suspendus entre passé et présent. Claire ferma les yeux un instant, rassemblant ses pensées. Elle se demandait quand, comment et à qui elle dévoilerait ce qu'elle avait compris. Le collier, la photo, cela pourrait bouleverser bien des choses. Mais elle n'était plus la femme invisible. Ce soir, elle avait déclenché une tempête de regards et de questions. Et l'histoire qu'elle portait doucement commençait à s'imposer à la lumière. Le murmure élégant de la salle s'estompait doucement lorsque Mathilde Durand, directrice du département Relations institutionnelles, entra dans le champ de Claire. Mathilde, toujours impeccable, portait une robe haute couture d'un créateur italien, un modèle récent reconnu dans les cercles mondains. Elle avait observé à distance les mouvements d'Antoine et de Claire, notant chaque regard, chaque pas de danse, chaque silence échangé. Ce genre de détails,
Elle ne les laissait jamais passer. D'un naturel stratège, Mathilde considérait toute interaction sociale comme un jeu d'échecs. Et ce soir, une pièce avait été avancée sans son autorisation. Elle s'approcha lentement, un sourire poli aux lèvres, le même qu'elle utilisait lors des cocktails diplomatiques. Elle s'arrêta à quelques centimètres de Claire, la scruta de haut en bas, puis dit d'un ton parfaitement posé « Bonsoir, mademoiselle. Votre robe est charmante, vintage, n'est-ce pas ?» Claire leva les yeux vers elle. Elle reconnut Mathilde immédiatement. Elle l'avait vue, bien sûr, des dizaines de fois à travers les vitres des salles de réunion, toujours droite, toujours pressée, un dossier sous le bras et un téléphone à l'oreille. Elle se contenta de répondre avec calme « Elle appartenait à ma grand-mère. Elle l'a cousue elle-même. » Le sourire de Mathilde s'étira, mais il perdit un peu de son éclat. Ce n'était pas la réponse attendue. Elle décida d'enfoncer le clou, doucement, mais avec la précision d'une lame de scalpel. C'est formidable. Une pièce artisanale, un vrai témoin du passé. Et dites-moi, vous êtes venu accompagner ce soir? Vous êtes dans quel service déjà? Claire ne baissa pas les yeux. Sa voix resta posée. Je travaille pour le service d'entretien. J'interviens le soir une fois que tout le monde est parti. Mathilde haussa à peine un sourcil. Sa voix se fit plus forte, suffisamment pour être entendue par le petit groupe de collègues qui se trouvait non loin. « Ah, vous êtes donc la femme de ménage ?» Quelle surprise! Je n'imaginais pas que tous les services seraient invités au bal. Un silence étrange s'installa. Le groupe de collègues, d'abord distrait, se tourna progressivement vers elle. L'air sembla changer de texture. Les conversations proches ralentirent. Claire ressentit la chaleur monter dans sa nuque, non par honte, mais par cette lucidité aiguë que procure la gêne imposée publiquement. Elle aurait pu fuir, elle aurait pu répondre sèchement. Elle fit autre chose. Elle se redressa un peu plus, regarda Mathilde dans les yeux, puis dit d'une voix claire, audible mais parfaitement sereine. L'invitation disait « Tous les employés, sans exception. Je suis employé de cette entreprise. J'ai suivi les règles et je suis venu. Ce soir, je suis là comme vous, ni plus ni moins. » Il n'y avait aucune agressivité dans son ton, juste une assertion calme, posée. Mathilde, prise à son propre jeu, ne répondit pas immédiatement. Le silence autour d'elle s'épaissit. Puis, soudainement, une voix d'homme s'éleva derrière le groupe. Elle a tout à fait raison. Antoine venait de s'approcher, son visage grave, ses gestes lents mais assurés. Il ne regarda même pas Mathilde. Il s'adressa directement à Claire. « C'est un honneur de vous avoir ici ce soir, mademoiselle Moreau. Votre présence nous rappelle ce que beaucoup oublient trop souvent. Une entreprise, ce n'est pas que des contrats et des présentations PowerPoint. C'est aussi ceux qui la maintiennent debout, jour après jour, souvent dans l'ombre. » Puis il se tourna vers Mathilde, qui tenta de retrouver un air supérieur. « Mathilde, vous êtes ici depuis assez longtemps pour savoir que je ne tolère pas les humiliations publiques, encore moins envers des employés qui remplissent leurs fonctions avec rigueur. Votre remarque était déplacée. » Un silence encore plus profond suivit. Les visages se détournèrent. Les conversations reprirent lentement mais avec une tension palpable. Mathilde ne répliqua pas. Elle s'éloigna dignement, mais son dos semblait plus raide qu'à l'accoutumée. Claire, toujours debout, inspirait profondément. Ce moment qui aurait pu l'écraser ne l'avait pas brisée. Au contraire, elle en ressortait plus solide, plus affirmée. Elle regarda Antoine. « Merci. » Il secoua doucement la tête. « Non, merci à vous. » Ils restèrent un moment côte à côte, en silence, tandis que les notes d'un piano relançaient une valse plus lente. Claire sentait encore les regards, mais ils n'étaient plus les mêmes. Il y avait dans certains une forme d'estime naissante, dans d'autres une gêne, parfois une admiration confuse. Le vernis des apparences, si bien lissé au début de la soirée, s'était fissuré, et à travers cette fente, une vérité simple mais puissante s'était glissée. Elle ne chercha pas à rester au centre. Elle se déplaça vers un coin plus calme de la salle, proche d'une grande tapisserie représentant une scène mythologique. Elle l'observa quelques instants, sans vraiment la voir, repensant à ce qui venait de se produire. Une simple phrase, un nom prononcé, et tout bascule. Elle avait été exposée, oui, mais elle avait aussi été reconnue, non pas pour sa fonction, mais pour sa posture. Plusieurs personnes passèrent près d'elle, certaines hochant légèrement la tête en guise de salut, d'autres feignant l'indifférence. Une jeune assistante du service juridique s'approcha même timidement pour lui dire qu'elle avait trouvé sa réponse admirable.
Claire la remercia sans détour. Ce n'était pas de la vanité. C'était juste une manière de rester droite dans un monde qui, souvent, penche vers l'hypocrisie. Elle resta là encore quelques minutes, se demandant si le reste de la soirée allait continuer dans cette tonalité nouvelle. Elle n'avait plus envie de fuir, elle n'avait plus peur. Ce bal, qu'elle avait d'abord envisagé comme une intrusion, devenait maintenant un acte de présence. Une affirmation de soi, une déclaration silencieuse mais indiscutable. Elle était là, pas par hasard, pas par pitié, mais parce qu'elle le méritait, parce qu'elle faisait partie, à sa manière, de l'architecture invisible de cette entreprise. Et ce soir, cette architecture-là avait enfin un visage, le sien. Le lundi matin, la lumière grise de Paris se déversait paresseusement sur les trottoirs encore humides de la nuit. Dans les étages supérieurs de Duval & Partners, l'effervescence habituelle reprenait son cours. Réunions matinales, tasses de café à moitié pleines oubliées sur des tables, bip discret de notifications sur les ordinateurs portables. Mais au 7e étage, celui des bureaux où Claire intervenait chaque soir, un calme étrange régnait encore. Les conversations y semblaient plus mesurées, les regards plus hésitants. L'écho du bal de samedi soir n'était pas encore retombé. Tout le monde parlait de la robe, du regard du directeur, de la révélation. Claire, quant à elle, était revenue comme à son habitude. Elle n'avait pas modifié son horaire ni son uniforme. Le badge autour de son cou, ses gants en caoutchouc dans la poche, son chariot soigneusement rangé, tout était identique à la semaine précédente. Pourtant, lorsqu'elle entra dans la salle de pause, une tension silencieuse envahit l'espace. 3 employés du service informatique s'interrompirent en la voyant. Une responsable administrative fit semblant de chercher quelque chose dans un tiroir. Claire ne dit rien. Elle vida les corbeilles, nettoya les plans de travail, ramassa une serviette oubliée et sortit. Mais cette fois, un appel l'interrompit. Un nom prononcé à voix basse dans son dos. « Mademoiselle Moreau ?» Elle se retourna. Un assistant du service de direction l'attendait avec une petite enveloppe beige à la main. Il s'approcha et lui tendit l'enveloppe avec une certaine nervosité. « Monsieur Lefebvre aimerait vous voir dans son bureau à 10 heures. Il m'a demandé de vous remettre cela personnellement. » Claire prit l'enveloppe sans un mot. À l'intérieur, une simple feuille, dactylographiée, avec quelques lignes seulement. Une invitation à une rencontre informelle signée à la main par le directeur général. Pas de formule vague, pas de détour. Il souhaitait lui parler et il précisait qu'elle pouvait venir en tenue de travail, à sa convenance. À 10 heures précises, elle frappa doucement à la porte du bureau d'Antoine. Il ouvrit lui-même, l'invita à entrer avec chaleur, sans cérémonial. « Merci d'être venue, Claire. Je sais que cela peut paraître un peu inhabituel, mais après notre conversation de samedi, j'ai repensé à vos paroles, à la manière dont vous observez les choses, discrètement, mais avec précision. » Claire s'assit sur le fauteuil qu'il lui désigna, droite, mais détendue. Elle n'était pas intimidée. Elle voulait savoir pourquoi elle était là et elle ne voulait pas perdre de temps en mondanité. « Je vous écoute, » dit-elle simplement. Antoine sourit. « Voilà, nous sommes en train de réfléchir à un projet pilote, un programme d'innovation sociale en architecture tourné vers les habitats collectifs. Et je me disais, peut-être que votre regard, vos remarques, pourraient nourrir notre réflexion, non comme une vitrine de diversité, ni comme un geste de charité, mais parce que vous avez une sensibilité singulière, vous voyez ce que d'autres ne remarquent pas. » Claire garda le silence quelques secondes. Elle n'était pas naïve. Elle connaissait les stratégies d'image, les opérations de communication. Mais l'offre d'Antoine ne sonnait pas comme une manœuvre. Il la regardait comme on regarde une égale, une interlocutrice valable, pas un symbole. « Vous attendez de moi des idées, des conseils, une participation active ?»« Ce que vous voudrez bien apporter, dit-il. Cela peut être une conversation par semaine, un point de vue, une discussion libre. J'ai été frappé par votre capacité à formuler des observations claires, concrètes, sans jargon. Cela manque ici. On parle souvent entre nous, dans notre bulle. Vous êtes de l'autre côté du miroir. C'est là que naissent les idées neuves. » Elle réfléchit un instant. L'idée la séduisait. Non pour la reconnaissance, mais parce qu'elle sentait qu'elle pouvait enfin utiliser une partie d'elle-même, restée en sommeil trop longtemps. Elle avait des pensées, des visions, des souvenirs liés à des lieux, à des espaces mal pensés, à des vies vécues entre les interstices. Elle avait grandi dans une cité ouvrière,
Elle savait ce que c'était qu'un couloir trop sombre, une salle de bain sans fenêtre, une cuisine qui ne respire pas. « Je veux bien essayer, » dit-elle enfin. « Mais à une condition. » Antoine arqua un sourcil. « Je vous écoute. Que ce ne soit pas un geste isolé. Il y a d'autres gens dans cette entreprise, invisibles comme moi. Ils ont des idées aussi, des histoires, des talents. Si vous voulez faire bouger les lignes, commencez par les écouter, eux aussi. » Antoine resta silencieux un moment, puis il hocha lentement la tête. « C'est noté, et vous avez raison. » Elle se leva. Ils se serrèrent à la main. Pas un mot de trop, pas de promesse creuse. Juste un accord tacite, simple et solide. En quittant le bureau, Claire sentit un mélange d'excitation et de prudence. Elle savait que l'attention suscitée par sa présence au bal ne s'éteindrait pas si vite. D'ailleurs, dès qu'elle regagna son étage, les regards revinrent. Moins curieux cette fois, plus chargés de suspicion. Certains voyaient en elle une protégée du patron, d'autres une opportuniste. Elle n'en montra rien. Elle fit son travail comme d'habitude, mais l'écho des mots d'Antoine résonnait en elle. Dans l'après-midi, elle reçut un message d'une collègue du service administratif, une femme discrète nommée Samira. Elle voulait lui parler. Elles se retrouvèrent à la pause dans un coin reculé du couloir. « Je voulais te dire bravo », murmura Samira. « Et merci. Ce que tu as fait samedi, ça nous a donné de la force. On t'a vu. Et on s'est vu à travers toi. » Claire sourit. « Ce n'était pas prévu. J'ai juste répondu quand il fallait. Mais si ça sert à quelque chose, alors tant mieux. » Les deux femmes se séparèrent avec un salut complice. Claire savait que ce n'était qu'un début, que les jours suivants apporteraient d'autres regards, d'autres tensions, d'autres mots chuchotés dans son dos. Mais quelque chose avait basculé. Une porte s'était entr'ouverte. Et elle était prête à voir ce qui se trouvait de l'autre côté. La semaine qui suivit la rencontre avec Antoine fut marquée par un changement subtil mais profondément perceptible dans le quotidien de Claire. Ce n'était pas une promotion, ni une annonce publique. Elle n'avait pas changé de service, ni abandonné son uniforme, ni modifié ses horaires. Elle poursuivait chaque tâche avec la même rigueur qu'avant. Vider les poubelles, désinfecter les poignées, effacer les traces de doigts sur les parois vitrées. Mais autour d'elle, l'atmosphère n'était plus la même. Les regards ne se détournaient plus dans l'indifférence. Ils se fixaient avec insistance. Certains dissimulaient une forme de respect confus, d'autres une suspicion contenue. Dans les couloirs, le silence la précédait souvent. Les groupes de collègues qui autrefois ne faisaient même pas attention à son passage s'interrompaient désormais, parfois à peine perceptiblement, mais assez pour qu'elle ressente cette tension latente. Elle comprenait, sans qu'on le dise, qu'un boomerang invisible avait été lancé depuis la soirée du bal et qu'il revenait vers elle avec des effets inattendus. On parlait d'elle. Elle le savait. Pas ouvertement, bien sûr, mais les gestes, les silences, les sourires crispés parlèrent plus fort que les mots. Un matin, alors qu'elle nettoyait la salle de repos du 6e étage, elle surprit une conversation entre deux collaborateurs. L'un d'eux, pensant qu'elle ne l'entendait pas, ou feignant de ne pas s'en soucier, dit « Elle croit qu'elle est devenue architecte maintenant. Tout ça parce qu'elle a dansé avec le directeur. » L'autre répondit avec un rire court « Elle ne perd pas de temps, en tout cas. Le grand chef la convoque, lui parle projet. C'est louche. » Claire ne réagit pas. Elle termina de ranger les tasses et essuya le plan de travail. Mais le coup était porté. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait une remarque de ce genre. Depuis le lundi, elle avait senti que les ragots se multipliaient. On insinuait qu'elle avait utilisé la soirée du bal pour attirer l'attention du directeur, qu'elle avait été maligne ou ambitieuse. Certains allaient même jusqu'à dire qu'elle avait préparé ce moment, qu'elle avait délibérément cherché à se faire remarquer en venant dans cette robe soi-disant chargée d'émotions. Cette idée la blessait plus qu'elle ne l'admettait. Elle, qui n'avait jamais rien demandé, qui avait travaillé sans relâche, qui n'avait jamais essayé de franchir les lignes imposées par la hiérarchie, se retrouvait accusée de manipulation. Et plus encore, de trahison envers sa condition. Comme si le simple fait d'avoir été vue, d'avoir existé aux yeux de ceux qui d'ordinaire l'ignoraient, faisait d'elle une usurpatrice. Elle tenta d'en parler avec Samira, mais celle-ci lui conseilla la prudence. « Tu sais ce que tu as fait. Tu n'as rien volé à personne. Mais maintenant que tu existes dans leur monde, tu es une menace. Ils ont besoin de te remettre à ta place. C'est comme ça. Et ça passera. » Mais Claire sentait que la pression montait.
Un après-midi, alors qu'elle déposait un document oublié au service des ressources humaines, elle croisa Mathilde dans le couloir. Cette dernière lui lança un sourire froid, presque condescendant. « Ah, Claire, toujours fidèle à votre chariot? C'est bien. L'humilité, c'est important. » Claire ne répondit pas. Elle n'était pas de celles qui cherchent les confrontations. Mais en regagnant son étage, elle sentit une fatigue particulière l'envahir. Pas celle des muscles, ni celle du corps. Une fatigue d'être constamment en alerte, sur la défensive, de devoir se justifier même sans rien dire. Antoine, de son côté, semblait sincèrement intéressé par leurs échanges. Il l'avait conviée à 2 réunions informelles, dans son bureau, pour discuter du projet de logement collectif. Il prenait des notes, lui posait des questions sur la lumière naturelle, la ventilation dans les appartements modestes, les escaliers trop raides dans les HLM. Elle répondait avec précision, dessinant parfois sur une feuille des plans schématiques. Elle ne prétendait pas être architecte, mais elle connaissait la réalité des lieux, des corps, des familles comprimées dans des mètres carrés mal conçus. Son expérience était empirique, mais concrète, et Antoine, visiblement, l'appréciait. Pourtant, même ces rencontres devenaient un fardeau. Elle ne pouvait plus entrer dans son bureau sans sentir les regards des assistants, sans capter une moue, un froncement de sourcils, un silence artificiel. On murmurait qu'elle bénéficiait de faveurs, qu'elle avait trouvé un moyen rapide de gravir les échelons. Elle n'avait rien demandé, mais on lui en voulait comme si elle avait tout exigé. Un soir, en rentrant chez elle, elle hésita. Elle s'arrêta devant la porte de son studio, la main sur la poignée, puis recula et descendit les escaliers. Elle marcha longtemps dans les rues de Saint-Denis, les mains dans les poches, la tête pleine. Les souvenirs du bal, la voix d'Antoine, le regard de Mathilde, les rumeurs, tout se mélangeait. Elle finit par s'asseoir sur un banc au bord du canal, fixant les reflets ternes de la ville dans l'eau. Elle pensa à tout laisser tomber. Renvoyer un message poli au directeur, refuser toute implication, reprendre sa place dans l'ombre. Cela aurait été plus simple, moins épuisant. Elle n'avait jamais aspiré à autre chose que la dignité dans le travail. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni carrière. Mais quelque chose au fond d'elle refusait de céder. Elle n'avait rien fait de mal. Elle avait simplement été présente, au bon moment, avec sincérité. Et cela suffisait à provoquer le désordre. Le lendemain matin, elle prépara son chariot comme d'habitude. Mais lorsqu'elle croisa Antoine dans l'ascenseur, elle prit la parole avant lui. « Je vais devoir réfléchir. Je ne suis pas sûr de vouloir continuer. » Il la regarda, surpris. « Vous parlez du projet? Je parle de tout ce que ça implique. Je ne veux pas qu'on pense que je cherche des privilèges. Je ne veux pas être utilisé contre d'autres. » Il resta silencieux un instant, puis répondit simplement « Je comprends. Mais sachez une chose, Claire. Vous n'avez rien volé à personne. Ce que vous apportez est juste. Et ça dérange, oui. Mais cela ne veut pas dire que c'est injuste. » Elle hocha la tête sans répondre. Elle sortit de l'ascenseur et reprit son service, les idées encore emmêlées. Elle ne savait pas encore quelle décision elle prendrait. Mais elle savait une chose, rester debout, malgré les doutes, malgré les jugements, malgré les murmures, c'était déjà une forme de victoire. Et ça, personne ne pourrait le lui enlever. Le samedi suivant, Claire décida de mettre de l'ordre dans les affaires de sa grand-mère, rangées dans une vieille malle en osier au fond de son placard. Ce n'était pas une tâche nouvelle. Depuis des années, elle remettait ça à plus tard, repoussant le moment d'ouvrir les enveloppes fanées, de toucher les étoffes anciennes, de faire face à ces objets qui portaient encore l'odeur du savon de Marseille et du lin. Mais cette fois, elle en éprouvait le besoin. Pas pour fuir ce que traversait, mais pour retrouver un ancrage, une vérité ancienne qui ne serait pas dictée par les ragots de bureau ou par les regards méfiants de collègues mal à l'aise. Elle s'assit sur le sol, ouvrit la malle et commença à trier les piles de tissus, les carnets de croquis, les ciseaux rouillés, les rubans encore soigneusement enroulés. Tout témoignait d'un savoir-faire méthodique, précis, presque obsessionnel. Louise n'avait jamais parlé avec fierté de son passé, mais chaque pièce qu'elle avait conservée portait la marque d'une professionnelle aguerrie. Claire connaissait cette rigueur. Elle l'avait héritée sans qu'on la lui impose. Par l'exemple, par les gestes répétés, par la transmission silencieuse. Sous une pile de patrons pliés, elle trouva une chemise cartonnée remplie de lettres. La plupart étaient des bons de commande, des factures de fournisseurs de tissus, des notes griffonnées. Mais au milieu de ces papiers utilitaires, une enveloppe attira son attention. Elle était plus lourde que les autres, scellée par un fil rouge,
avec le nom de Louise écrit à la main, d'une encre fine qui avait légèrement bavé avec le temps. Claire l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une seule feuille, soigneusement pliée. Elle reconnut l'écriture de sa grand-mère, plus nette que celle de ses carnets habituels. La lettre était datée de 37 ans plus tôt. Elle était adressée à une certaine Madeleine L. et parlait d'un remerciement, d'une robe confectionnée, avec toute la dévotion que vous méritez. Louise y écrivait qu'elle n'oubliait pas les années passées à la maison d'atelier de la rue du Faubourg Saint-Honoré, qu'elle espérait que le modèle conviendrait à la silhouette de la cliente et qu'elle avait pris soin de reprendre les mesures d'après l'essayage de la veille. Mais ce qui arrêta Claire, ce fut la dernière phrase. « Votre fille sera ravissante dans cette création. Elle a votre maintien, votre façon de marcher. J'espère qu'elle l'honorera comme vous honorez votre nom. » En bas de page, une signature sobre, suivie d'un post-scriptum. « Merci de me recommander auprès de Madame Lefebvre. Elle m'a déjà confié une retouche. Je m'en acquitterai dès mardi. » Claire relut cette phrase 3 fois. Madame Lefebvre. Ce nom, elle ne l'avait jamais vu dans les papiers de sa grand-mère, mais il y avait quelque chose de trop précis pour être une coïncidence. Était-ce la mère d'Antoine? Tout concordait. Le quartier, l'époque, la clientèle, les milieux sociaux. Elle imagina Louise, plus jeune, concentrée sur une robe de bal pour une cliente exigeante, et cette cliente confiant ensuite son propre vêtement à la couturière discrète mais redoutablement douée qu'était sa grand-mère. Elle se leva lentement, la lettre à la main, et s'approcha de la fenêtre. Elle sentait une chaleur étrange monter en elle, un mélange de surprise, de reconnaissance tardive, d'intuition confirmée. Le monde dans lequel elle avait pénétré malgré elle, cette entreprise de prestige, ce bal, cette robe bleue, tout cela n'était peut-être pas si éloigné de son histoire. Peut-être n'était-elle pas une intruse. Peut-être appartenait-elle, d'une certaine façon, à ce monde sans l'avoir su. Le lundi matin, elle glissa la lettre dans une chemise et l'emmena avec elle. Elle ne savait pas encore si elle allait la montrer à Antoine. Elle voulait d'abord réfléchir, comprendre ce que cela signifiait pour elle. Elle continua son travail comme d'habitude, mais cette fois avec une énergie différente, une conscience plus aiguë de son héritage. Ce n'était pas seulement son courage ou sa dignité qui lui avaient permis d'être là. C'était aussi la continuité d'un savoir, d'un lien oublié. Elle croisa Samira à la pause. La jeune femme lui demanda comment elle se sentait, après la semaine agitée. Claire lui tendit la lettre sans un mot. Samira la lut attentivement, puis leva les yeux, bouleversée. « C'est incroyable. Tu sais ce que ça veut dire. Ton histoire est liée à la sienne depuis bien plus longtemps qu'il ne le croit. » Claire hocha la tête. « Je sais, mais ce n'est pas une revanche. Ce n'est pas une justification. C'est une révélation. Et ça m'appartient. » Elle décida de garder cette lettre pour l'instant, de la relire encore, de la méditer. Elle voulait agir avec justesse, sans précipitation, mais elle savait désormais que rien de ce qu'elle vivait n'était déconnecté. Sa grand-mère avait cousu pour les mères de ceux qui, aujourd'hui, prétendaient l'évaluer. Et la robe qu'elle avait portée ce soir-là n'était pas seulement un hommage. Elle était une preuve, discrète, silencieuse, mais indélébile. Le soir même, elle rentra chez elle plus sereine qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle remit la lettre dans son enveloppe, la rangea dans une boîte à part, puis s'assit devant sa table de cuisine avec un cahier vierge. Elle prit un stylo et écrivit en haut de la page « Projet d'habitat, esquisse 1 ». Les lignes prirent forme. Les idées s'alignèrent. Elle n'était pas architecte, non, mais elle savait ce que c'était que d'habiter un lieu. De le sentir, de le comprendre, de le subir ou de l'aimer. Et maintenant, elle allait le montrer. Non pour prouver quoi que ce soit, mais pour transmettre ce qu'elle savait, ce que sa grand-mère lui avait laissé, sans le dire, ce que la vie lui avait appris, sans l'expliquer, ce qu'elle était simplement, Claire, et cela allait suffire. La fin du mois d'octobre apporta un vent de renouveau chez Duval & Partners. À la surprise générale, Antoine annonça en réunion plénière le lancement d'un concours interne destiné à tous les collaborateurs de l'entreprise, sans distinction de service ni de fonction. L'objectif était clair, imaginer un projet de logement durable, accessible, pensé pour répondre aux défis contemporains de l'habitat urbain. Ce concours, inédit par sa portée et par sa promesse, la possibilité de voir le projet sélectionné réellement développé dans un des quartiers en réhabilitation,
éveilla l'intérêt de nombreux employés, mais aussi une certaine méfiance dans les rangs les plus hiérarchisés. Dans les bureaux des départements d'architecture et d'ingénierie, on discutait déjà des lignes directrices, des matériaux écologiques, des innovations à intégrer. Des équipes se formaient, parfois dans l'euphorie de la compétition, parfois dans une logique stratégique. Les plus ambitieux voyaient là une opportunité de briller aux yeux de la direction, et certains se précipitaient pour réserver des salles de réunion, mobiliser des collègues, rassembler des références. Claire, elle, reçut l'annonce par la voix de Samira qui, tout excitée, lui lut le mail circulaire en fin de service. « Tu devrais y participer, Claire. Tu as des idées, tu dessines bien et tu sais ce que ça veut dire. Vivre dans des logements mal conçus. » Claire sourit, amusée. « Tu veux que je me présente contre des architectes diplômés avec mon cahier et mes crayons à papier? Non, je veux que tu montres ce que tu sais, pas ce que tu n'as pas sur ton CV. » Samira insista, lui rappela que la participation pouvait être anonyme. Le jury ne connaîtrait pas l'identité des candidats avant la sélection finale. Ce détail changea la donne. Claire hésita quelques jours, relisant ses esquisses, peaufinant ses notes. Puis un soir, elle rassembla le tout dans un dossier soigneusement tapé, y joignit des croquis qu'elle avait réalisés à la main, scanna l'ensemble à la médiathèque du quartier et l'envoya à l'adresse dédiée au concours, signant simplement « Projet CM ». Son idée était simple, mais profonde. Un ensemble de logements articulés autour d'une cour-jardin centrale, chaque appartement bénéficiant de lumière naturelle traversante, de matériaux respirants et de zones de stockage adaptées aux familles nombreuses. Les escaliers étaient larges, les ascenseurs prévus même dans les bâtiments de 5 étages, et chaque étage possédait un espace commun destiné à encourager la vie collective. Buanderie partagée, coin lecture, cuisine de groupe. Elle avait aussi inclus une suggestion de compostage collectif et des toitures végétalisées, accessibles aux locataires pour leurs plantes personnelles. Le tout était pensé avec réalisme, basé sur des observations concrètes et des besoins vécus. Pendant les semaines suivantes, Claire continua son travail comme à l'accoutumée. Elle ne parla à personne de sa participation, pas même à Antoine. Elle voulait que le projet soit jugé pour ce qu'il valait, pas pour ce qu'elle représentait. Elle savait que son nom pouvait provoquer des biais, en bien ou en mal. Elle voulait une évaluation sincère, détachée de tout ce qu'on pouvait supposer d'elle depuis le fameux bal. Lorsque la phase de sélection débuta, les membres du comité, dont Antoine faisait partie, reçurent les dossiers de manière anonyme. En feuilletant les propositions un après-midi, il fut arrêté par l'un des projets. Le style des croquis, les lignes simples, le soin apporté aux détails pratiques, tout dans ce dossier tranchait avec les présentations souvent trop théoriques qu'il avait lues jusque-là. Il observa un plan d'étage, annoté à la main, et fut soudain frappé par un détail. Le motif discret tracé dans l'angle d'un des murs d'entrée, rappelant étrangement la broderie qu'il avait remarquée sur le col de la robe bleue que Claire portait lors du bal. Il ne dit rien à ses collègues. Il continua de lire les autres dossiers, mais revint à celui-ci à plusieurs reprises. Quelque chose dans ce projet le touchait différemment. Ce n'était pas simplement bien conçu, c'était juste, nécessaire. Il y avait dans ce travail une compréhension intime de la vie quotidienne, de ses contraintes, de ses modestes joies aussi. Il le plaça parmi les finalistes. La nouvelle des projets sélectionnés fut annoncée sans mention des noms, comme prévu. 5 candidats furent retenus pour une présentation orale devant le jury final. Claire reçut le mail un jeudi matin, en plein nettoyage du 3e étage. Elle lut les mots 2 fois, incrédule. Elle fit un tour dans le couloir, s'assura qu'elle était seule, puis s'adossa au mur, les yeux fermés. Elle avait été choisie. Son projet, ses idées, son regard. Et personne ne savait encore que c'était elle. Le jour de la présentation, elle arriva plus tôt que prévu. Vêtue sobrement, les cheveux attachés, un dossier dans les bras. Elle patienta dans la salle d'attente avec les autres finalistes, tous convaincus de se connaître. Personne ne lui demanda son nom. Personne ne la reconnut. Quand ce fut son tour, elle entra, posa son dossier sur la table, se tint droite devant le jury. Antoine était là, au centre, entouré de cadres du service projet, d'un représentant de la mairie et d'une architecte consultante. Il leva les yeux vers elle et resta figé un instant. Elle vit dans son regard une étincelle de compréhension. Mais il ne dit rien. Il se contenta de l'écouter. Claire commença à parler. Sa voix était calme, claire. Elle expliqua les fondements de son projet, les choix techniques,
les priorités sociales, les détails pensés pour les familles, pour les personnes âgées, pour les enfants. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle racontait une expérience. La sienne, celle de ses voisins, celle des invisibles. À la fin de sa présentation, il y eut un silence, puis une question, puis une autre, et encore une. Chaque réponse de Claire renforçait la solidité de sa proposition. Elle connaissait son sujet, mieux que quiconque dans la salle. Lorsqu'elle quitta la pièce, elle n'avait pas besoin de retour immédiat. Elle avait parlé. Elle avait été écoutée. Et cette fois, ces mots ne venaient pas d'une conversation volée entre deux portes, mais d'un pupitre, face à des décideurs. Elle reprit l'ascenseur, redescendit avec son dossier serré contre elle. Elle n'avait pas besoin d'autres preuves. Qu'elle gagne ou non, elle avait franchi une ligne invisible. Elle avait montré ce qu'elle valait, sans costume, sans artifice, sans recommandation. Juste avec ce qu'elle savait, ce qu'elle était, Claire. Et cela, désormais, ne pouvait plus être ignoré. Le grand auditorium de Duval & Partners, habituellement réservé aux présentations de projets internationaux et aux conférences de prestige, avait été transformé pour l'occasion. Des chaises noires alignées avec rigueur faisaient face à une scène sobre, éclairée par une lumière douce mais franche. Un écran géant projetait les images des projets finalistes, anonymes jusqu'à cette soirée. L'ambiance était feutrée, mais chargée de tension. L'ensemble du personnel de l'entreprise avait été invité, et presque tous étaient présents. Chacun murmurait des pronostics, spéculait sur l'identité des finalistes. Certains misaient sur de jeunes architectes, d'autres sur des collaborateurs discrets du bureau d'études. Nul n'imaginait que celle qui allait faire l'annonce la plus marquante de la soirée n'avait ni titre d'ingénieur, ni diplôme en design urbain. Claire était assise au dernier rang. Vêtue simplement, elle observait la salle sans chercher à s'y fondre. Elle n'avait pas voulu d'un effet théâtral. Pas de robe bleue cette fois, pas d'entrée remarquée. Elle voulait que l'effet parle, que le projet soit le seul centre d'attention. Pourtant, son cœur battait fort, tambour irrégulier qu'aucun calme apparent ne pouvait dissimuler. À côté d'elle, Samira lui serra discrètement la main. Elle savait. Claire lui avait confié la veille que c'était bien son projet qui figurait parmi les finalistes. Samira n'avait pas posé de questions. Elle lui avait simplement dit « Sois prête, le reste viendra tout seul ». Le directeur de l'innovation monta sur scène et prit la parole, présentant brièvement le processus de sélection, les critères techniques, l'engagement pour un habitat durable. Il salua la qualité globale des projets reçus, insista sur le fait que les dossiers avaient été jugés de manière strictement anonyme et annonça que le projet lauréat serait intégré dans un partenariat avec la mairie de Paris pour une réalisation concrète dès l'année suivante. Puis l'écran afficha les plans du projet gagnant. Des murmures d'approbation se firent entendre dans la salle. Le jury avait salué l'intelligence de la conception, la pertinence des choix, l'humanité des détails pensés pour les habitants. Le nom de code Projet CM apparut. Et enfin, après quelques secondes de silence, l'annonce tomba. Ce projet a été conçu par Claire Moreau. Un frisson parcourut l'auditorium. Le silence qui suivit fut presque irréel. Tous cherchèrent du regard cette Claire qu'ils connaissaient d'une autre manière. Certains la fixaient, incrédules. D'autres échangeaient des regards confus. Et puis elle se leva. Elle marcha lentement jusqu'à la scène. Aucun sourire triomphant sur son visage, juste une assurance tranquille, forgée par les humiliations, les silences, les heures invisibles passées à nettoyer les traces des autres. Lorsqu'elle arriva devant le pupitre, elle ne prit pas tout de suite la parole. Elle laissa passer quelques secondes, mesura l'instant, puis leva les yeux vers la salle. « Je m'appelle Claire Moreau. Beaucoup me connaissent sans jamais m'avoir regardé. J'ai nettoyé vos bureaux, vos salles de réunion, vos vitrines. J'ai effacé vos traces chaque soir, en silence. Mais ce soir, je suis ici pour autre chose. » Elle montra l'écran derrière elle. « Ce projet n'est pas né dans un bureau. Il est né dans les immeubles où j'ai grandi, dans les appartements où la lumière ne passe qu'une heure par jour, dans les cages d'escalier où les poussettes se coincent, dans les cuisines trop étroites pour une famille. Il est né de l'expérience réelle de la vie modeste, de ce que vous ne voyez pas ou plus. » Elle ne cherchait pas à provoquer. Elle énonçait des faits. Sa voix était calme, chaque mot posé avec soin. Elle continua. « Je ne suis pas architecte. Je ne prétends pas l'être. Mais je crois que toute personne qui vit un espace avec attention devient un peu conceptrice de ses gestes, de son environnement.
J'ai proposé un modèle de logement pensé avec mes yeux, mes souvenirs et ce que j'ai observé ici, chaque jour, en nettoyant des plans, des maquettes, des idées. J'ai vu ce que vous faites. Je l'admire. Et j'ai voulu y répondre avec mon langage. Dans la salle, un silence dense persistait. Puis, lentement, des applaudissements commencèrent. D'abord timides, épars, puis de plus en plus forts. Un élan collectif, pas encore unanime mais sincère. Antoine, assis au premier rang, ne dissimulait ni sa fierté ni son émotion. Il ne souriait pas par habitude. Il saluait, réellement, l'ampleur de ce moment. Claire descendit de scène sans chercher à prolonger l'instant. Elle n'avait rien à ajouter. Ce qui devait être dit l'avait été. Et cela suffisait. Les regards qui se posaient désormais sur elle avaient changé. Certains portaient encore le poids des préjugés, d'autres celui de la honte. Beaucoup, cependant, reflétaient le respect. Dans les jours qui suivirent, l'annonce fit le tour de l'entreprise. La presse locale s'empara de l'histoire, d'abord en interne, puis au-delà. Une technicienne de surface conçoit le projet d'habitat de demain, titrait un article d'une revue spécialisée. Mais Claire, elle, restait à distance du bruit. Elle continuait son travail, même si plusieurs cadres lui avaient proposé de l'en dispenser temporairement. Elle refusait les passe-droits. Elle savait que sa force venait de sa cohérence. Mathilde, elle, croisa Claire dans un couloir 3 jours après la présentation. Elle la salua d'un bref signe de tête, sans un mot. Claire ne répondit pas. Le silence suffisait à redéfinir les positions. Le projet allait entrer en phase de développement. Des équipes allaient être formées. Et Claire serait intégrée à la cellule de conception sociale, avec un rôle d'observatrice active. Elle aurait voix au chapitre, pas comme figure symbolique, mais comme véritable collaboratrice. Et elle comprit alors que quelque chose de plus grand avait commencé. Elle n'était plus celle qu'on tolérait dans les marges. Elle était devenue celle qu'on écoutait au centre. Et cette place, elle ne l'avait volée à personne. Elle l'avait construite patiemment, avec ce qu'elle avait de plus solide, sa lucidité, son vécu et son courage silencieux. La semaine qui suivit la révélation publique du projet de Claire fut l'une des plus intenses de toute sa vie professionnelle. Dès le lundi matin, elle fut conviée à une réunion avec le comité exécutif, non pas comme technicienne de surface, mais en tant que conceptrice du projet d'habitat qui allait désormais porter son nom. Pour la première fois, elle traversa les étages de Duval & Partners, non pas en silence, poussant son chariot de nettoyage, mais les mains libres, accompagnée d'un chargé de mission venu l'accueillir à la réception. Ce changement de posture, aussi discret soit-il, n'échappa à personne. Elle entra dans la salle de réunion où elle avait autrefois effacé les traces de café sur les tables en verre. Assise parmi les directeurs, les chefs de projet et les architectes de renom, elle fut invitée à prendre la parole pour expliquer comment elle souhaitait s'impliquer dans le développement du projet. Antoine ouvrit la séance, rappelant les mérites du concours, la rigueur du processus et l'exemplarité de la proposition de Claire. Puis il se tourna vers elle. « Claire, maintenant que vous êtes ici, c'est à vous de nous dire comment vous souhaitez continuer. » Claire prit quelques secondes pour répondre. Elle avait préparé sa réponse avec soin, pesant chaque mot. « Je vous remercie de m'avoir intégré à ce processus. C'est une chance rare, mais je veux être très clair. Je ne suis pas là pour profiter d'un moment. Je ne veux pas être une exception que l'on expose. Je veux que mon parcours serve à ouvrir la voie à d'autres. » Autour de la table, quelques sourcils se levèrent. Surpris, elle poursuivit. « Je ne suis pas la seule ici à avoir des idées, à observer, à comprendre ce que vivent les gens. Il y a des dizaines de salariés dans cette entreprise, dans les services techniques, dans l'entretien, dans l'accueil, qui n'ont jamais eu la possibilité de s'exprimer. Si vous voulez que ma participation ait un sens, alors créez un programme pour faire émerger d'autres voix. Donnez-leur les moyens d'apprendre, de proposer, de s'impliquer. » Le silence fut total durant quelques secondes. Puis Antoine acquiesça lentement. « Ce que vous proposez est juste et ambitieux, mais c'est exactement ce que nous devons faire si nous voulons rester fidèles à notre engagement. Vous avez ma parole. Nous allons créer cette structure et vous en ferez partie. » Ce jour-là, Claire ne quitta pas la réunion avec une promotion ni un nouveau titre, mais elle en sortit avec une mission, une vraie. Elle avait posé les bases d'un programme d'inclusion interne, où chaque employé pourrait proposer des idées, être formé, recevoir un accompagnement pour développer un projet en lien avec les domaines d'expertise de l'entreprise. Ce programme serait lancé sous le nom Perspective,
et Claire en serait la première mentor. Dans les jours qui suivirent, elle reçut une invitation à participer à une table ronde sur l'innovation sociale dans l'architecture, puis une proposition de collaboration avec une université qui souhaitait intégrer son expérience dans un module sur l'habitat participatif. Elle refusa poliment la plupart des sollicitations extérieures. Elle ne voulait pas devenir une figure médiatique. Elle voulait rester connectée à ce qui l'avait guidée depuis le début, la justesse des besoins réels, la parole des invisibles, la force des expériences vécues. Elle retourna travailler à son rythme sans renier ce qu'elle était. Elle refusa qu'on lui retire ses tâches de nettoyage, au moins temporairement. Pas par orgueil, mais par cohérence. Elle tenait à finir son contrat dans les conditions qui avaient toujours été les siennes. Elle voulait montrer que changer de rôle ne signifiait pas renier ses racines. Et plus encore, elle voulait observer de l'intérieur, encore et toujours. Antoine, de son côté, lui manifesta un respect croissant. Il ne s'imposa pas, ne força aucun lien personnel, mais il multiplia les occasions d'échanges professionnels. Un jour, en la croisant dans un couloir, il s'arrêta et lui dit simplement « Vous savez, il y a quelque chose de très important que vous nous apprenez ici. Ce n'est pas l'expérience qui fait la légitimité, c'est l'attention. L'attention aux détails, aux autres, au réel. C'est ce que vous avez, et que beaucoup ont oublié. » Claire répondit sans détour. « C'est ce que ma grand-mère m'a appris. C'est ce qu'elle cousait dans chaque robe. Un peu de soin, un peu de silence et beaucoup de respect. » Cette phrase resta avec Antoine bien après leur conversation. Il en parla à un collègue, puis à une journaliste venue couvrir l'évolution du projet d'habitat. Mais Claire, elle, évita toujours les grands discours. Elle préférait les ateliers, les dessins, les rencontres avec les employés de tous les étages. Elle commença à animer des groupes de parole où chacun pouvait exprimer des idées d'amélioration pour l'espace de travail, pour l'ergonomie des postes, pour le bien-être général. Elle fit venir des ouvriers retraités pour témoigner, des femmes de ménage encore en poste pour proposer des idées d'agencement dans les locaux techniques, des agents d'accueil pour repenser les flux dans les halls. Peu à peu, son initiative prit racine. Et ce n'était plus seulement son projet, c'était devenu un mouvement. Mais jamais Claire ne se laissa emporter. Elle vivait toujours dans son petit studio à Saint-Denis, prenait le métro chaque matin, faisait ses courses au même marché. Elle refusait qu'on l'idéalisât. Elle savait que l'essentiel était ailleurs, dans la continuité, dans le fait de rester droite, même quand les projecteurs se tournent soudainement vers vous. Elle n'oubliait pas d'où elle venait, parce que ce « où » n'était pas un lieu honteux. C'était une source, une richesse, une école de vie. Et dans chaque échange, dans chaque réunion, dans chaque dessin, elle portait avec elle cette mémoire-là. Non pas pour s'en faire un étendard, mais pour qu'elle continue à vivre, à travers elle, à travers les autres, parce qu'un jour, elle avait été invisible, et que maintenant, elle ouvrait les yeux de ceux qui ne savaient pas encore voir. Les mois passèrent, rythmés par les réunions, les ateliers participatifs et le développement du projet d'habitat. Claire partageait désormais son temps entre les locaux de Duval & Partners, où elle intervenait dans le nouveau programme Perspective et les visites de terrain dans les quartiers visés par la réhabilitation. Son rôle avait évolué naturellement. Elle n'était plus seulement une voix témoin, mais une interlocutrice à part entière. Son regard nourrissait désormais les décisions, et sa parole trouvait une écoute réelle, respectueuse, ancrée. Un vendredi après-midi, elle traversa la rue Saint-Honoré pour se rendre à une rencontre avec des partenaires du projet. Elle connaissait bien cette rue, même si elle ne la fréquentait que rarement. C'était un quartier de vitrines brillantes, de marques de luxe, de boutiques aux intérieurs silencieux et tamisés, où le monde semblait flotter au-dessus des contingences. Ce jour-là, pourtant, quelque chose l'arrêta net. Sur la vitrine d'une boutique au style épuré, une robe attira son regard. Elle s'approcha lentement, le souffle suspendu. C'était une robe bleu ciel, presque identique à celle qu'elle avait portée lors du bal. Même coupe simple, même tombée fluide, même élégance, sans artifice. Mais ce n'était pas une copie. C'était une interprétation moderne, un hommage. Un petit écriteau, sobrement posé à côté du mannequin, portait ces mots. Hommage à Louise, collection capsule inspirée par la mémoire et la dignité. Collaboration spéciale, Claire Moreau. Claire resta figée un instant. Elle n'était au courant de rien. La semaine précédente, elle avait accepté de rencontrer une styliste indépendante qui s'était montrée touchée par son histoire.
Elle pensait qu'il s'agissait d'un simple échange, d'un café partagé autour de souvenirs de couture. La styliste avait posé beaucoup de questions sur sa grand-mère, sur la robe, sur les matériaux utilisés. Claire avait répondu sans réserve, parlant de la boîte en lin, du papier de soie, du bouton en nacre. Elle n'imaginait pas que cette rencontre mènerait à cela. Elle entra dans la boutique, poussée par un mélange d'émotion et de curiosité. À l'intérieur, tout était minimaliste, silencieux. La vendeuse la reconnut immédiatement. « Vous êtes Claire, n'est-ce pas? C'est un honneur. La robe a été lancée ce matin. Elle fait déjà parler d'elle dans les milieux de la mode. C'est rare, un hommage aussi sincère. La créatrice a tenu à ce que votre nom figure dans chaque communiqué. » Claire toucha doucement le tissu du modèle exposé. C'était du lin de haute qualité, légèrement modifié, mais fidèle à l'esprit de la robe originelle. Elle ne ressentit ni orgueil ni vanité. Elle ressentit quelque chose de plus profond, la sensation d'une boucle qui se ferme. La robe qu'elle avait conservée pendant des années dans une boîte cachée sous un lit, que sa grand-mère avait cousue avec patience, était désormais visible, exposée, transmise, pas comme une relique, mais comme une proposition, une idée de beauté simple, de force discrète. Elle sortit de la boutique sans rien acheter. Elle n'en avait pas besoin. Ce qu'elle venait de voir n'avait pas de prix. C'était un acte de reconnaissance silencieux, un prolongement de ce qu'elle avait toujours su, mais jamais osé dire à voix haute. Sa vie, avec toutes ses contraintes, toutes ses discrétions, toutes ses résistances, valait d'être partagée. En rentrant chez elle ce soir-là, elle marcha plus lentement que d'habitude. Elle traversa les rues de Paris avec une forme de sérénité nouvelle. Elle repensa à sa grand-mère, à ses gestes précis, à ses silences pleins d'amour. Elle pensa à sa mère, à ses absences, à ce qu'elle n'avait pas su transmettre mais qu'elle avait malgré tout fait passer. Elle pensa à Samira, à Antoine, à ceux qui avaient su l'écouter, malgré les doutes, malgré les statuts. Et elle pensa à tous les autres, ceux qui restaient encore dans l'ombre, mais qui, grâce à une robe, à une danse, à un projet, commenceraient peut-être à croire que tout était possible. Arrivée chez elle, elle entra dans son studio, retira son manteau et s'assit à sa table. Sur cette table, un nouveau cahier attendait. Elle l'ouvrit, prit un stylo et écrivit cette fois non pas un projet d'habitat, mais les premières lignes d'un témoignage. Non pour être publié, mais pour que l'histoire reste. Pour que d'autres, un jour, puissent lire, comprendre, se reconnaître. Elle relut les premières phrases, hocha la tête, puis regarda autour d'elle. Rien n'avait changé. Son appartement était toujours petit, ses murs toujours pâles, sa cuisine toujours modeste. Mais quelque chose avait basculé. Elle ne vivait plus dans l'invisibilité. Elle ne cherchait pas la lumière, mais elle avait appris à ne plus l'éviter. Et si un jour quelqu'un lui demandait comment tout cela avait commencé, elle saurait quoi répondre. Tout avait commencé par un geste simple, le choix d'ouvrir une boîte, d'enfiler une robe, de ne pas reculer, de marcher parmi ceux qui n'attendaient rien d'elle, et de rester, debout, présente, authentique. Claire Moreau n'avait pas changé de monde. Elle avait transformé le sien, de l'intérieur, sans bruit, sans éclat, juste avec la force tranquille de celles qui n'attendent plus la permission pour exister.